Bienvenue et merci, mesdames, messieurs, d'être en permanence des nôtres. Manifestation de protestation tous azimuts, peu avant la rencontre infructueuse. Patrice Talon, leader de l'opposition, et encore plus après, la rue gronde progressivement à l'idée d'une non-participation de l'opposition au scrutin du 28 avril. Pour ne brûler, ça et là, à Sainte-Rita bloqué, nombre de localités vibrent désormais au rythme des chauffourées. Pour toute réponse, pour dissuader les manifestants, alors fort détachement militaire avec à la clé une série d'interpellations et d'arrestations. De véritables chasses à l'homme entreprises à coups de gaz lacrymogène et de tirs de sommation se sont soldées par de nombreux blessés et tout au moins un mort officiellement. Ce qui n'est pas officiel, allez-y comprendre l'effective. Une tension manifeste, mesdames, messieurs, qui semble s'observer dans l'indifférence totale des acteurs de la société civile, jadis très proactifs et à l'avant-garde de toute question relative aux droits humains. Législative et crise préélectorale au Bénin. La société civile impuissante aux complices. Mesdames, messieurs, c'est le thème autour duquel se fera votre émission Débat du jour 100% Bénin. Et déjà sur ce plateau, nos invités, Dieudonné Biaou, il est le président du MCB, Mouvement Citoyen du Bénin. Dieudonné Biaou, bonjour. Bonjour monsieur Yetondi. Et merci pour la disponibilité. Non, c'est moi. En face de lui, Marcel Zoumeno, il n'est plus à présenter sur ce plateau, journaliste assistant du directeur de publication de la Nouvelle Tribune, qui continue de répondre absent sur nos plateaux, mais pas éternellement sans doute. Il a accepté de nous accompagner durant ce numéro de votre émission 100% Bénin. Marcel Zoumeno, bonjour. Bonjour Joël. Et merci pour la disponibilité. C'est moi. De la plume à l'observation, il paraît que c'est désormais votre quotidien. Heureux de le savoir. Porto-Novo, Tchaourou, Kilibo, Alada, Abomey, Cotonou, pour ne citer que ces villes, la semaine en cours d'achèvement, mesdames, messieurs, aura été ponctuée par des mobilisations citoyennes, de protestations contre la non-participation apparente de l'opposition aux législatives d'avril prochain. Aura singulièrement fait tache d'huile la manifestation de Kilibo avec ses cas d'arrestation, de blessés graves, mais aussi de morts. Officiellement, on annonce un mort. Alors, je me retourne vers Dieudonné Biaou. Dieudonné Biaou, ces informations vous sont-elles parvenues au niveau du mouvement citoyen du Bénin qui a l'habitude d'envoyer depuis quelques jours ses antennes pour voir un peu ce qui se passe à travers le pays? Oui, je crois. Quand ça a été annoncé que les partis de l'opposition n'iront plus aux élections législatives, je crois que les populations ont eu cette information comme une injustice qu'on doit réparer. Si on est militant de l'opposition ou pas, a dit les populations dans leur grand ensemble, même les militants de la mouvance présidentielle. Et c'est ce qui s'est passé. Les populations ont dit non, il faut qu'on donne de la voix. Et c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, nous avons constaté qu'au lieu que le pouvoir en place, au lieu que les forces républicaines jouent à la carte d'apaisement, ces forces ont voulu attiser le feu. Parce que en choisissant de réprimer le peuple, vous avez vu le dégât, le bilan que ça a donné. Et ce n'est pas encore fini, parce que dans le pays, les jeunes s'activent, malgré le fait que l'opposition n'a pas encore donné un mot d'ordre. Ça montre que ce qui se passe là, si les autorités qui sont chargées d'apaiser la tension ne jouent pas la carte d'apaisement et elles optent pour la répression, ça va tourner au vinaigre. En tout cas, au vinaigre, ce n'est pas le souhait, mais le constat est que la tension, elle monte encore. Marcel Zoumeno, le constat semble de plus en plus ahurissant. Quel est le regard de l'homme de médias, mais aussi observateur de la vie sociopolitique du pays, sur cette nouvelle donne qui s'invite en pleine période électorale? Moi, je suis maîtrisé, je suis très triste. Je suis triste parce qu'aujourd'hui, 28 février, ça fait 29 ans, jour pour jour, que la conférence nationale a pris fin. Et depuis 1991, le Bénin est dans un processus démocratique qui va et que va, il fait son petit bonhomme de chemin.
un processus qui nous a permis jusque-là d'avoir des élections à la fois démocratiques, transparentes et pacifiques. Je suis peiné parce que c'est pour la première fois que nous sommes en train de parler d'une crise préélectorale. Depuis que moi je suis dans ce pays, je n'ai jamais encore vu une élection, qu'elle soit présidentielle. Je me rappelle que pour la présidentielle l'élection présidentielle de 96, il y avait quelques prises, mais post-électorales dans la partie septentrionale du Bénin. C'est pour la première fois, en tout cas, depuis qu'on est en démocratie, qu'il y a une crise préélectorale. Et c'est pour la première fois que, pour le dire les choses de façon aussi triviale, qu'il y a eu mort d'homme avant même que les élections ne commencent. Parce que nous ne sommes même pas en période de campagne, on n'est même pas encore entré dans la période de campagne. Donc, c'est pour ces raisons que je suis un peu maîtris. Je suis maîtris parce que, au-delà de ce que mon ami Biaou a dit, ce n'est pas les forces républicaines. Pour les images que moi j'ai vues, je voudrais que les gens du pouvoir qui s'enferment dans le mutisme puissent venir expliquer comment, pour une situation d'humeur, pour une situation de contestation populaire, c'est des gens de l'armée que moi j'ai vu. Pour les images que j'ai vues, je ne sais pas si c'est des images, mais je n'ai pas vu des gens de la police républicaine, j'ai vu des gens de l'armée qui avaient des armes. Et si celui qui est mort, dont la photo circule sur les réseaux sociaux, avant d'entrer dans ce j'ai fait un petit recoupement et j'ai eu des confirmations qu'il y a effectivement au moins un mort du côté des populations. Et j'ai appris aussi que c'est pas balle. Donc c'est pas que il a été tapé. Donc ça veut dire qu'il y a usage d'armes sur les populations. Et tout ça, c'est pas de bon signe pour notre pays. Et donc voilà pour ces deux raisons qui me rendent un peu triste. Le Bénin n'en avait pas besoin de ça, on a toujours organisé des élections ici. Je trouve que c'est inutile et que ceux qui semblent s'adonner à ça n'aiment pas ce pays. Aucune réaction officielle des autorités, comme vous venez d'ailleurs de le souligner, Marcel Zoumenou. La situation préoccupe tout de même les citoyens, mais singulièrement les hommes de médias qui ont commencé par donner de la voix. Je reviens à Point Média qui, dans sa parution du jour, parle, Dieudonné Biaou, d'un silence coupable du gouvernement. Le gouvernement est-il culpabilisé, surtout dans l'option qui est celle-là, de ne pas vraiment communiquer sur un cas comme celui-là actuellement? Oui, vous voyez, tous les citoyens béninois, quand ils avaient appris que le chef de l'État a décidé de rencontrer les acteurs de l'opposition, les leaders de l'opposition, tout le monde a applaudi. Parce que quoi? Les gens ont compris que oui, le chef de l'État en tant que père de la nation va toutefois dire oui, maintenant ramenons la balle à terre, voyons maintenant la réalité en face et faisons ce que nous allons faire pour préserver la paix. Donc, mais grande a été la surprise des populations de constater que en face des acteurs de l'opposition, il y avait un chef qui ne voulait même pas écouter ce que les autres disaient, mais qui a culpabilisé l'opposition, qui a démontré de A à Z que, en réalité, l'exécutif est au courant de tout ce qui se passe. Et même, c'est le chef de l'État même qui encourage le ministre de l'Intérieur dans ce rôle. Un rôle que nous-mêmes, nous autres, nous jugeons de mauvais rôle. Oui, parce que c'est là qui est violé. Vous parlez là des faits qui, aujourd'hui, amènent à ces manifestations qu'on observe. Pour ces manifestations, on a parlé tout à l'heure d'un cas de mort, mais jusqu'à présent, même des cas de blessés. Oui, c'est pour vous dire que normalement, le gouvernement, si le gouvernement n'est pas complice de ce qui se passe, le gouvernement devrait sortir. Mais déjà, à travers l'acte du chef de l'État, à travers ce qu'il a démontré à la population, que lui n'est pas insensible à ce que le peuple est en train de dire, que forcément l'opposition doit aller aux élections, à travers son silence, déjà, ils ne peuvent pas sortir et dire oui, il y a mort d'homme. C'est eux qui ont commandé, ils sont les commanditaires de ce qui se passe. Non, et si vous... Non, mais j'ai suivi le directeur général de la police républicaine. Après les mouvements du maire de Porto Novo, il a bel et bien dit, nous allons enfermer tous les citoyens qui vont vouloir manifester. Donc, ça montre combien de fois eux autres, ils veulent utiliser la force républicaine qui est censée protéger les citoyens pour brimer ces citoyens, pour réprimer ces citoyens. Et
En face de ça, n'attendez-vous pas à ce que le gouvernement sorte pour dire oui, il y a mort d'homme, nous déplorons le fait. Non. Eux, ils sont commanditaires de ce qui se passe. Le gouvernement est comptable de ce qui se passe. Nous n'allons pas dédouaner le gouvernement, à moins qu'ils sortent pour faire communiquer, pour dire oui, nous ne sommes pas informés, nous appellent. Mais pour le moment, la tension, si la tension est attisée, c'est du fait du gouvernement. Mais c'est le chef de l'exécutif même qui encourage ça. Marcel Zoumeno, ça n'engage que vous le dites avec tant de verbes là. Mais Marcel Zoumeno, à l'étape actuelle, vu la tension qui monte et monte encore, est-ce opportun vraiment pour l'autorité de donner de la voix par rapport aux incidents de Kilibo pour caricaturer la scène ici? Oui, c'est très important parce que je viens de dire que nous sommes dans une république aujourd'hui où il y a beaucoup d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux, du vrai comme du faux. Et moi, j'ai envie que le gouvernement me dise que c'est moi qui ai envoyé les bérets verts, les gens de l'armée, pour aller tirer sur les populations. Nous voulons savoir, puisqu'on a vu. C'est des informations à clarifier. Et parce que si ça arrivait à l'étape où le gouvernement envoyait des bérets verts des gens de l'armée, pas de la police républicaine, dont le rôle est le maintien de l'ordre public. Si les gens envoyaient, ce serait extrêmement grave. Ce n'est pas bien pour l'image de notre pays. Et donc, on a besoin d'explications officielles. Et peut-être l'explication officielle viendra nous calmer, nous rassurer sur certaines choses. Mais tant qu'il n'y a pas l'information officielle, la rumeur aura toujours cours. Donc, je trouve qu'il est important pour le gouvernement de donner des clarifications sur ce qui se passe à Kilibo. Bon, on a entendu dire, effectivement, qu'il y a eu aussi des morts, ou bien un mort tout au moins du côté des gens de la police. On n'a aucune information. Tout ça là, on a envie de le savoir, si réellement il y a eu des morts du côté de la police. Soif de précision, mais aussi soif d'accalmie. Et alors là, définitivement, pour l'instant, on s'en a réclamé ce précieux objet sans prix, plus les acteurs politiques que tout autre, et les citoyens lambda. Mais il y a une voix qui semble manquer à l'appel, disent de plus en plus un certain nombre d'observateurs. Il s'agit celle des acteurs de la société civile. Dieudonné Biaou, vous remarquez comme nombre de citoyens que ceux-là sont définitivement absents du territoire national ou indifférents à ce qui se passe. Non, je crois qu'il faut que l'on arrive à situer les choses telles qu'elles sont réellement. Parce que ceux qui sont au pouvoir, c'est-à-dire les barons du pouvoir actuel, la plupart de ceux-là étaient des acteurs de la société civile. Et ils sont convertis plus tard en acteurs politiques. Et c'est eux qui nous gèrent aujourd'hui. Donc l'actuel chef de l'État a côtoyé tous ceux-là. Si vous voyez. Ils sont là depuis le 6 avril 2016. Nous avons constaté qu'il y a une certaine compromission, une certaine complicité de la société civile. Et c'est fait à dessein parce que, dans un premier instant, ils ont fragilisé la société civile. Pas des nominations. Des gens savaient lutter dans le passé et à l'avènement du pouvoir, de la rupture, il faut récompenser ceux-là, il faut remercier ceux-là. Et ceux-là ont été nommés à des postes donnés. Au point où il y a des acteurs de la société civile, quand ils viennent sur des plateaux, ils n'aiment pas intervenir sur certaines questions. Et ils disent qu'ils sont nommés et qu'ils ne peuvent pas dire de n'importe quoi sur des plateaux. Du coup, la société civile qui était censée rester du côté du peuple, la société civile qui était censée dire la vérité, tirer sur la sonnette, dans les conditions où nous sommes actuellement, où il y a danger, la société civile a opté pour le mutisme. Je ne tire pas boulet rouge sur tous les acteurs de la société civile, parce qu'il y a des acteurs de la société civile qui essaient de faire, c'est-à-dire ce que les autres ils peuvent. Mais là, actuellement, ils sont fragilisés. Ils sont fragilisés, les acteurs les plus bouillants, acteurs de la société civile, à savoir le président de l'ONG Alcré. Tous ceux-là, aujourd'hui, sont dans la marmite et ils ne veulent plus parler. Quelle marmite, ça? Non, ils sont avec le pouvoir, c'est-à-dire il n'y a pas de démarcation aujourd'hui entre acteurs de la société civile et l'exécutif. Ils sont dans la marmite, ils sont avec le pouvoir et le démontrent alors que la société civile est censée être du côté du peuple, pas jouer le rôle de l'opposition. C'est ça. Mais la société civile, c'est la neutralité. C'est la neutralité, être du côté du peuple, là où il y a danger. Par exemple, nous sommes dans une période électorale et tout le monde sait actuellement qu'il y a crise. Et même les acteurs du régime en place ont reconnu cela. Moi, j'ai lu des choses hier.
J'ai lu des choses sur des réseaux sociaux et des acteurs, c'est-à-dire des gens qui défendent le pouvoir bec et ongle, ont écrit sur leur mur qu'actuellement le chef de l'État doit reconnaître qu'il y a crise. Et bien pendant ce moment, la société civile est silencieuse, la société civile ne dit rien. Donc ça montre qu'elle est complice. Et si aujourd'hui, on arrive à dire que l'opposition, parce que d'abord, l'opposition participer aux élections, la participation de l'opposition aux élections, ce n'est pas pour les partis politiques de l'opposition. C'est pour l'image de notre démocratie. C'est pour l'image de notre pays. C'est pour que nos concitoyens qui ont le droit d'électeur puissent exprimer ce droit-là librement et sanctionner les gouvernants qui pensent que le peuple n'est pas souverain, qu'on peut brimer le peuple comme on veut. Mais si aujourd'hui on arrive à empêcher l'opposition d'aller aux élections, moi je dirais que c'est du fait de la société civile. Déjà à ce niveau, la société civile... Non mais c'est du fait de la société civile. Parce que d'abord, le code électoral qui est décrié, la nouvelle charte des partis politiques, les réformes politiques qui sont faites de manière exclusive, la société civile était censée, c'est-à-dire c'était à elle de tirer sur la sonnette, dire au chef de l'État, attention, vous êtes en train d'aller droit dans le mur, il faut pouvoir maintenant nous regrouper et dialoguer parce que la société civile de notre pays a joué un rôle dans le passé. Si M. Patrice Talon est aujourd'hui président de la République, c'est du fait de la société civile qui a su tirer sur la sonnette et appeler les populations. Et ce sont les populations qui ont dit, attention, président Boni Yayi, il faut laisser M. Patrice Talon descendre au pays, être candidat parce que c'est son droit, parce qu'il est citoyen de ce pays. Mais si la société civile peut jouer le rôle qu'elle avait joué dans le passé, nous ne serons plus là. Eh bien, malheureusement, autre temps, autre mœurs, et autre acte aussi. Mais la société civile aujourd'hui doit-elle se voir appelée à la même mission au regard des nouveaux, ce qu'on peut appeler jalons pour le Bénin, révéler, rester dans une autre dynamique aussi et accompagner le développement inclusif que voudrait bien imprimer le nouveau capitaine à bord du paquebot Bénin. Bon, c'est vrai que votre question me paraît pas chaude. Mais ce que je sais de la société civile béninoise actuellement, c'est qu'elle est effritée, elle est fragilisée. Elle est fragilisée, et je répète les mêmes mots que mon ami Biaou, elle est fragilisée. Et elle est réduite à sa portion congrue et elle manque de financement. Et sur le dernier point, j'insiste pour le dire parce que vous n'êtes pas sans savoir que avant la société civile bénéficiait de beaucoup de financements, soit des partenaires au développement et même du gouvernement, parce que au sein du ministère qu'on appelait en temps MCRI, et je ne sais pas si ça existe aujourd'hui, il y avait beaucoup de financements pour les ONG, pour faire telle ou telle chose. On l'a vu sous le président Kérékou, on l'a vu un peu sous le président Yaïbouni aussi. Je ne suis pas sûr que ces financements existent aujourd'hui pour permettre à ces organisations de la société civile d'être actives. Du côté des partenaires, vous savez que beaucoup de partenaires ont réduit leur portefeuille pour diverses raisons. D'autres ont carrément sont partis et d'autres ont fermé et baraque, comme on le dit. Et donc, ça, quand vous n'avez pas les moyens de vos ambitions, vous ne pouvez rien faire. Mais l'autre chose, comme il a dit, beaucoup d'autres acteurs, des acteurs qui ont pignon sur rue, comme on le dit, ne sont plus de la société civile aujourd'hui. Et nous devons avoir le courage de le reconnaître. Ils sont dans des institutions étatiques qui les contraignent à ne plus être libres. Beaucoup d'entre eux ont reconnu, beaucoup d'entre eux l'ont dit. Et donc, on n'est pas sûr de compter sur ces gens. Mais néanmoins, il y a quand même quelques-uns qui bougent. Et c'est ce que j'appelle le nouveau visage de la société civile. Et ceux qu'on voyait ne sont plus dedans. Il faut avoir le courage de le dire. J'ai entendu même quelqu'un dire, bon, je suis déjà trop vieux pour continuer ce travail. D'autres personnes n'ont qu'à prendre la relève. Et la relève aujourd'hui, j'ai des visages que là, j'ai l'habitude, je vais me permettre de les citer. C'est Social Watch, avec la présidente, j'oublie son nom, ça ne me vient pas à l'esprit. C'est Ramlek Ganaro, c'est Marcos Fidel Kinkan, Madame Sonon, Blanche, c'est bien ça. Voilà. Marcos Fidel Kinkan, Ramlek Ganaro et Julien Rousseau, voilà les nouveaux visages que moi, de la nouvelle société civile. Je crois que on doit construire une nouvelle société civile autour de ces visages et de ces choses-là. Est-ce qu'il manque pour autant de courage? Je ne crois pas. Mais je crois plutôt que il n'arrive pas
à organiser une sorte de synergie d'action. Parce que souvent avant, on voyait les organisations se mettre ensemble pour créer une fausse élection, quelque chose d'élection, pour travailler ensemble. Il manque cet effort pour travailler en synergie. Ça, c'est la première limite. La deuxième limite, c'est qu'il y a trop de menaces aujourd'hui. Je ne sais pas si vous discutez avec eux, c'est pas facile aujourd'hui de sortir publiquement et de prendre une position qui n'est pas forcément favorable au gouvernement. Et donc, c'est des paramètres dont il faut tenir compte. Mais je dis cela, je ne les dédouane pas parce que quand vous vous engagez dans ce genre de mission, vous ne devez pas manquer de courage pour faire le travail. Peut-être sont-ils au laboratoire, on ne sait pas. Peut-être qu'ils se disent que ce n'est pas le moment opportun pour dire certaines choses. Mais je crois que déjà au niveau de sociologie, il y a eu des réactions sur la charte des partis politiques et sur le code électoral. Tout à fait. Et ça, c'est derrière. Mais sur la crise actuelle, la crise préélectorale actuelle, on ne les a pas encore entendus. Et moi, je souhaite les entendre vivement. Mais tout cela, il est même inutile de stigmatiser la société civile béninoise. Je crois que nous sommes dans une crise de valeurs. Une crise de valeurs qui a commencé depuis quelques années et qui est en train de nous conduire vers une crise politique. Je souhaite qu'elle ne soit pas majeure, mais nous sommes là en train d'entrer dans une crise politique. Voilà. Une crise de valeur, dites-vous, une crise de valeur tout à fait. Qu'on pourrait caricaturer comment? Oui, je dis une crise de valeur. Le meilleur exemple que j'ai pour illustrer cette crise de valeur, c'est l'exemple de quelqu'un qui sait qu'il est candidat et en même temps qu'il est candidat, il est encore celui qui doit donner le certificat de conformité au parti. Et donc, il se retrouve dans une position de juge et parti. C'est-à-dire, pour donner un exemple, pour que tout le monde comprenne, c'est comme dans un match de football. Vous voyez un arbitre qui est joueur dans une des équipes et qui est aussi arbitre, et qui arbitre le match. Je ne suis pas sûr que l'équipe qui joue contre lui aura la faveur de cet arbitrage-là. Et c'est exactement le cas aujourd'hui du ministre de l'Intérieur. Moi, j'ai été surpris de le voir candidat tête de liste sur la liste Union Progressiste. Et à partir du moment où il est candidat, ça fausse tout le jeu. On ne peut même plus croire à l'impartialité des actes qu'il pose. Et donc, on n'est pas surpris de voir que c'est uniquement les partis de l'opposition qui n'ont pas pu avoir le pouvoir. Tout homme ferait ça. J'ai envie de gagner, donc je fais l'effort pour éliminer mes concurrents qui vont m'embêter sur le terrain. C'est aussi simple que ça. Et ça, je dis, c'est une crise de valeur. On n'a pas besoin de lui dire de démissionner. Si on était dans un système normal, c'est lui-même, même si les lois ne le disent pas, c'est lui-même qui allait démissionner. Parce que ça ne sonne pas bien de voir ça. Le Bénin en est à ce niveau, mesdames, messieurs. Alors, qui, pour aider à corriger et rectifier le tir, la société civile fragilisée, en définitive, y a-t-il de porte de sortie, puisqu'il en faut tout de même? Non, la porte de sortie aujourd'hui, je crois, c'est au niveau du chef de l'État. Parce que c'est lui qui doit être ouvert au dialogue. Voilà ce qui se passe au niveau de la société civile même. Je vous ai dit que la société civile doit être du côté du peuple. Faire des analyses objectives, indiquer le chemin du salut au gouvernement. Mais aujourd'hui, quand un acteur de la société civile sort pour éclairer le peuple, éclairer le gouvernement sur ce qui doit être fait, on considère cet acteur de la société civile comme un membre de l'opposition. On le considère comme un opposant. Et à partir de ce moment, nous ne pouvons pas avancer. Parce que quand on devient chef de l'État, ce n'est pas synonyme de ce qu'on a la science infuse. Et il faut des gens pour dire attention, quelque part il y a danger, avançons, avançons. Donc aujourd'hui, les gens font ce qu'ils peuvent. Mais je vous dis, parce qu'en 89, 90, si le général Mathieu Kérékou n'avait pas écouté les conseils que les gens lui donnaient, la conférence nationale des forces vives de la nation ne sera pas convoquée. C'est pourquoi, quel que soit ce que les gens disent du général, moi, je dis, il faut l'applaudir. Parce qu'il a accepté, il a écouté les gens. C'est le problème que nous avons aujourd'hui. Le problème que nous avons pour sortir de cette crise, le chef de l'État doit laisser de côté son ego. Moi, j'ai l'impression qu'il est toujours dans la peau d'un opérateur économique. Excusez-moi pour le terme. Parce que, avant, lui, l'opérateur économique, il gagnait les marchés. Pour gagner des marchés, nous savons comment ça se passe. Il faut tout faire pour pouvoir éliminer les autres entreprises concurrentes. Donc, aujourd'hui, quand on nous dit, oui, on veut avoir la majorité, on veut avoir tous les députés, nous, on se demandait comment cela puisse être possible. Donc, nous avons constaté qu'aujourd'hui, la formule qui est adoptée, c'est comme dans les affaires, où on élimine les gens même avant la compétition. Donc, si nous devons sortir de cette crise
La société civile fait déjà ce qu'elle peut, c'est-à-dire ceux qui sont encore crédibles, ceux qui sont encore debout, pas ceux qui sont assis, couchés, qui attendent qu'on leur jette des miettes et puis viennent crier pour dire ça va, les réformes, ça passe bien, alors que hier, là, eux, ils critiquent. On dirait que eux autres, leur mission, là, c'était seulement pour le président Boni Yayi. Donc après le président Boni Yayi, c'est fini ça. Donc, ceux-là ont déjà fait pour eux, ceux qui sont en train de faire les jeunes, dont on a cité les noms, ils sont en train de faire ce qu'ils peuvent. Mais c'est au chef de l'État, le président Patrice Talon. Tout ce qui se passe là, si ça tourne au vinaigre, il sera le seul responsable. Parce que vous voyez, l'opposition est là aujourd'hui, l'opposition fait des propositions, l'opposition demande le dialogue. Les gens étaient surpris même de voir le ministre de la Défense, enfin du président de la République, l'ancien ministre de la Défense, candidat Zanaï, enfin du président de la République. Mais les gens n'ont pas compris, c'est parce que ceux-là savent que la paix, il faut préserver la paix. Et pour préserver la paix, il faut le dialogue, il ne faut pas fuir le dialogue. Et ils sont allés, mais vous avez vu comment le chef était fermé au dialogue, comment le chef agissait. Non! En tout cas, face à ce qui apparaît, mesdames, messieurs, chers invités, comme l'impasse, l'opposition vent debout clame toute sa détermination à prendre part à ces élections si elles doivent se tenir le 28 avril. Et comment ceci serait-il possible? En tout cas, je vais vous inviter plutôt à suivre la quintessence de ce qu'on pourrait appeler l'appel à la mobilisation pour la pleine participation aux législatives de forces politiques de l'opposition. Ce sera avec la complicité de la régie. La régie, et puis on revient ensuite sur le plateau. Les forces de l'opposition, par la présente, réaffirment leur attachement au processus démocratique en cours dans notre pays, disent haut et fort qu'ils participeront aux élections législatives du 28 avril 2019, prennent l'opinion publique nationale et internationale à témoin de leur détermination à participer à l'animation de la vie politique nationale. Elles déclarent qu'elles se battront de toutes leurs forces afin qu'aucune consultation électorale ne se tienne sans elles. En tout état de cause, les forces de l'opposition lancent un appel vibrant et patriotique à tout notre peuple à se dresser contre l'arbitraire et la dictature conformément aux mots d'ordre qui leur seront adressés dans les prochaines heures. En ces heures de célébration du 29e anniversaire de l'historique conférence des forces vives de la nation, nous appelons nos concitoyens en armes, militaires et policiers, à prendre la mesure de la situation afin d'éviter de se lancer dans la répression aveugle et brutale d'un peuple dont ils sont issus et qu'ils ont vocation à protéger. Aux autorités morales, les religieux, les têtes couronnées, nous demandons d'apporter leur soutien à la nation afin qu'ensemble, aux côtés de notre peuple, nous sauvions notre démocratie si chèrement acquise. Chante premier, fin de Laurent, enfant du Eh bien, mesdames, messieurs, c'est bien là la substance de cette sortie organisée par les forces de l'opposition dans une synergie d'action. Marcel Zoumeno. Je crois que c'est le minimum qu'on peut dépendre d'une opposition qui revendique quelque chose qui est légitime. Revendiquer qu'on veut aller aux élections, je trouve que c'est légitime. Surtout que le processus qui a conduit à l'exclusion des partis de l'opposition n'a pas été un processus sincère, n'a pas été un processus légal. Nous avons vu tout ce qui s'est passé, le certificat de conformité. La loi n'a jamais parlé de choses dans cette certificat. C'est une décision de la Cour constitutionnelle qui a parlé du certificat de conformité. Et on sait dans quelles conditions les partis qui ont déposé les dossiers, les arguments qui ont été utilisés pour ne pas les donner le certificat de conformité. On sait comment les gens ont eu les cutis fiscaux à 23 et tout ça. Donc, c'est un ensemble de choses qui ont été faites pour empêcher l'opposition de se présenter. Moi, j'ai dit que c'est pas, quand on dit l'opposition n'a pas voulu, moi, j'ai dit que c'est faux, ce n'est pas la faute de l'opposition, c'est les gens en face avaient une seule détermination d'empêcher l'opposition d'y aller. Et ils sont... Maintenant, je crois que
compte tenu du discours tenu par l'opposition hier, le pouvoir doit pouvoir revoir sa copie. Le chef d'État en premier, comme l'a dit. Ce discours-là, Marcel, vous vous demandez qu'avec ce discours, que le pouvoir revoie sa copie? Tout à fait. Un discours alors que la clôture des dossiers de candidature est consommée? Oui, mais nous sommes dans notre pays. Nous pouvons faire des dérogations. Je me rappelle que pour l'élection présidentielle de 2011, il y avait une dérogation exceptionnelle. Je crois qu'il y avait un arbitrage des anciens présidents, Émile Derlin Zissou et Kérékou, qui avait permis une dérogation pour enrôler des Béninois qui n'étaient pas dans le fichier électoral parce qu'il y avait cette histoire de l'EPI. Et cette dérogation a permis d'ajourner le processus d'une semaine et de permettre à certains éléments. Nous sommes dans notre pays. Nous devons éviter toutes les situations qui peuvent amener des crises qu'on ne pourra pas gérer. Et donc, moi, je crois que il est encore possible de rattraper cette chose-là, de permettre que les partis qui ont déjà des récépissés provisoires, le cas des FCP, le cas de l'USL, le cas de Restaurer l'Espoir, de déployer les outils, quitte à continuer le processus d'apporter les corrections pour avoir le récépissé définitif. Parce que juridiquement même, les récépissés obtenus par ces partis de l'opposition courent jusqu'au 17 mars prochain. Ils l'ont eu. Je crois que c'est dit que c'est des récépissés qui ont une validité de 6 mois. Et c'est jusqu'au 17 mars prochain. Ces récépissés ont encore de valeur. Donc, il reste à la Sénat. Il reste aux institutions impliquées dans l'organisation des élections de se montrer un peu flexible pour accepter les dossiers de candidature de ces partis, pour qu'on puisse aller aux élections, pour parler d'élections crédibles, d'élections transparentes, mais aussi d'élections démocratiques. Pas seulement d'élections organisées pour des partis du même bord et pour avoir des scores soviétiques. Des scores soviétiques. Alors, je vais donner Biaou, l'opposition bien réfléchie par rapport à cette sortie, parlant de son opportunité. Votre vis-à-vis pense que c'était le mieux à faire dans une situation comme celle-là? Oui, je suis de ceux-là qui pensent que, avec conviction, qui pensent que on ne peut pas organiser les élections dans notre pays sans l'opposition. Je suis de ceux-là qui pensent que la Sénat doit pouvoir arrêter le processus et enrôler les partis de l'opposition aussi pour que les élections puissent se tenir. Mais dans les conditions actuelles où on nous dit que les partis de l'opposition sont exclus, nous estimons que les élections ne pourront pas avoir lieu. Maintenant, pour dire la démarche de l'opposition, la démarche est salutaire. Et c'est là, moi, je vois que nous avons des opposants dignes, des opposants patriotes. Parce que ce que le peuple même veut là, quand moi je rentre dans la ville, ce que j'entends, les gens disent mais ça traîne. L'opposition n'a qu'à nous appeler au combat. Ah, nous allons mettre le feu. Mais en face de ça, nous avons des opposants patriotes, des opposants qui sont ouverts au dialogue. Vous voyez, ce n'est pas une faiblesse quand l'opposition vient dire nous appelons les autorités morales, nous appelons les dignitaires, les têtes couronnées, les religieux à s'impliquer dans la crise actuelle. C'est une force pour l'opposition. Ça montre que l'opposition veut préserver la paix. Maintenant, du côté du pouvoir, qu'est-ce qui se passe du côté du gouvernement? Est-ce que le gouvernement tient toujours à organiser les élections sans l'opposition? Alors là, moi, je dirais que c'est une faiblesse pour le pouvoir. Ce n'est pas une force. Quand on en vient à éliminer les opposants, alors qu'on se proclame compétiteur né, ce n'est pas une force. Quand on utilise les forces républicaines, même l'armée, qui est appelée à défendre la patrie, son rôle c'est la défense de la patrie, à réprimer son peuple dans le sang, ce n'est pas une force, c'est une faiblesse. Et c'est ce que le chef de l'État doit comprendre, savoir que l'opposition n'est pas en train de jouer à un jeu de faiblard. L'opposition est en train de dire, attention, nous autres, nous sommes attachés à la paix. Nous voulons que la paix soit préservée dans notre pays. Maintenant, si les élections doivent être organisées, il faut que nous soyons de la partie. Mais dans le cas contraire, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous soulignez un aspect qu'il faut, à tout seigneur, tout honneur, relever. Beaucoup l'ont fait. Observons un peu l'évolution de la situation actuellement. Ça a été la surprise d'un certain nombre d'observateurs déjà au Bénin
qui voit une opposition effectivement dans une démarche, pour beaucoup c'était pas évident, l'opposition qui va toujours graduellement, comme toujours prête à négocier, encore, toujours. Non, est-ce qu'il faut effectivement lire ça comme une démarche de maturité ou une capitulation qui ne dit pas son nom, qu'on essaie de voiler? Marcel Zoumeno, vous qui avez aussi observé beaucoup d'acteurs de l'opposition sur le continent, ce que l'opposition béninoise fait actuellement. Non, je crois que c'est des postures de gens responsables. Ah bon? Oui. Effectivement, il a dit c'est des postures de gens responsables. Et avec la situation, et à entendre tout ce qu'ils entendent, ils pouvaient faire des déclarations de guerre depuis, sauter, brûler le pays, incendier le pays, parce qu'ils sont d'accord. Parce qu'il y a même les citoyens même qui vont aller voir des leaders pour dire mais vous traînez trop, qu'est-ce que vous attendez pour nous dire? Nous on est prêts parce qu'on a déjà perdu nos boulots, on a perdu tel avantage, nous on est prêts maintenant pour faire ça. Donc c'est des postures de gens responsables. Et effectivement les démarches, malgré tout ce que les gens ont dit sur les réseaux sociaux, ils sont allés parler au chef de l'État. Nous sommes dans une culture du dialogue. Nous sommes nés dedans, nous avons grandi. Quand tu n'as pas raison, mais quand tu veux revendiquer, va voir la personne, parle. Ne reste pas ailleurs. Parce qu'au moment de la réconciliation, on va te dire, est-ce que tu es allé le voir pour lui dire les problèmes que tu as d'abord? Donc, ils ont fermé les yeux, tous les griefs, les attaques qu'ils recevaient, ils sont quand même allés voir le chef de l'État pour lui parler. Parce qu'ils n'avaient pas réellement besoin d'aller là-bas. On pouvait déjà imaginer ce qui allait se passer. Et c'est ce qu'on a imaginé, c'est ça qui s'est passé. On a vu un chef de l'État qui, lui, n'a aucun souci avec le dialogue, voulait montrer tout ce qu'il savait des tests de loi, tout son maestria dans la maîtrise des tests de la République, et n'a pas voulu écouter ceux qui lui parlaient. Alors, moi, je dis, si vous avez une opposition qui a cette posture de gens responsables, je crois que le gouvernement doit tirer leçon de ça pour avoir une posture, même si ce n'est pas exactement ça, une posture qui n'est pas loin de ça. Une posture de gens qui comprennent que la paix, la démocratie sont des denrées qu'on a vendues dans ce pays depuis 1990. On n'a pas de l'or, on n'a pas de pétrole. C'est ça qu'on a toujours vendu à l'extérieur pour être ce que nous sommes aujourd'hui. Maintenant, si nous arrivons à les perdre, je ne sais pas ce qu'on peut encore vendre. Donc, c'est des choses importantes qu'on ne doit pas banaliser et qu'on ne doit pas avoir sous les intérêts égoïstes du moment. On veut une majorité écrasante, on veut leur montrer qu'on est plus fort qu'eux. C'est pas des éléments de valeur. Je rappelle pour l'implication des autorités morales. Comment vous percevez la démarche? Oui, il se fait qu'à ce niveau, il y a un petit vide. Au temps du président Kékou et un peu au temps du président Yahi, il y avait Monsieur de Souza, paix à son âme. Il y avait le clergé qui était sollicité, mais ces personnes-là n'existent pas aujourd'hui. Ceux qui pouvaient jouer le rôle, c'est nos anciens présidents. Malheureusement, les deux anciens présidents qu'on a, et je le dis avec un peu de regret, sont tous engagés politiquement. Ils sont tous de l'opposition. Et donc, on ne peut plus les consulter pour ce genre de cas. Il faut aller vers les personnalités religieuses. Qui sont-ils? Là, il y a un grand point d'interrogation. Beaucoup de personnalités religieuses sont dans les mêmes postures aujourd'hui que les hommes politiques. J'en connais même qui ont des postures politiques plus tranchées que des hommes politiques. Et donc, des leaders religieux. Des leaders religieux qui sont là. Je m'inquiète, je ne sais pas. Le clergé catholique fait un effort de rester plus ou moins neutre. Et je ne suis pas sûr qu'on pourrait aller le voir parce que vous savez que la dernière fois, quand le chef d'État les a rencontrés, et il y a eu des attaques contre le clergé. Je ne suis pas sûr que le pouvoir actuel peut travailler pour le prendre comme une structure suffisamment impartiale pour jouer ce rôle. Et dans une situation où il n'y a presque pas de médiateur, je crains beaucoup pour notre pays. Alors, Dieudonné Biaou, je vous êtes, vous observez un peu les situations de crise ailleurs. Le Bénin, apparemment, sans médiateur. Et vous retournez une fois encore vers le chef de l'État. Quelle issue, en définitive, au regard de la situation qui prévaut? Moi, à chaque fois, je dis, seul le chef de l'État peut résoudre cette situation parce que lui-même, il a participé, et comment je vais dire, à la disparition en quelque sorte des médiateurs entre griffes. Il a fragilisé ceux-là qui pouvaient jouer, c'est-à-dire ce rôle de médiation. Les anciens chefs d'État, aujourd'hui, nous les voyons engagés politiquement, mais au départ, ils n'étaient pas engagés politiquement.
Mais c'est parce que ils ont chaque fois dit à leur prédécesseur, c'est-à-dire l'actuel chef de l'État, attention, il y a ce qu'on appelle cohésion nationale, il y a ce qu'on appelle unité nationale, ne détruisons pas ce tissu-là. Mais ils ont constaté que l'actuel chef de l'État a dit, lui n'a pas ce souci. Comme il a dit, après avoir pris le pouvoir, que lui ne pense qu'à lui, à lui seul, a dit, c'est toujours ce constat-là que les gens font. C'est pourquoi les gens se sont dit, bon, engageons-nous politiquement pour pouvoir lui barrer la voie. Sinon, notre héritage que nous avons de plus cher, la denrée rare, dont nous parlons, à savoir la démocratie, là, que nous avons et que nous vendons au monde entier pour pouvoir préserver cette démocratie-là. Donc aujourd'hui, lui-même, il a fragilisé tous les médiateurs et autres. Mais s'il ne veut pas que demain, les gens disent que c'est lui qui a mis le feu dans le pays, il faut qu'il mette la balle à terre parce que la manière dont ça se passe, vous avez vu l'opposition. L'opposition est jusque-là dans un rôle d'apaisement. L'opposition est en train d'apaiser les militants. C'est pas ce que moi je vois. Je rencontre des jeunes qui sont fâchés, mécontents. Mais je constate que nous avons un pouvoir en place qui pense qu'avec les forces de l'ordre, avec l'armée, on peut réprimer le peuple. Et moi, je me dis, mais est-ce que le chef de l'État ne sait pas que quand un peuple est déterminé là, il n'y a pas ce dictateur-là qui peut résister face à un peuple déterminé, il se trompe. Mais jusque-là, ils sont en train de franchir le Rubicon, le Benoît dit attention, attention. Mais il ne faudrait pas qu'une goutte d'eau viendra déborder le vase. Il faut que le chef de l'État, lui-même, c'est-à-dire, comprenne la situation. Ben, ce qui m'étonne, si en 2016, il a été candidat, ce n'est pas parce qu'il était fort. C'est ce qu'il doit comprendre. Mais c'est parce que le président Boni Yaya avait vu le peuple derrière. Le président Boni Yaya avait compris que mes concitoyens demandent que le type soit candidat. Mes concitoyens veulent que je laisse le jeu se dérouler sans injustice. Par conséquent, je laisse passer. Pour amour de ce peuple-là. Mais pourquoi lui aujourd'hui, il ne veut pas voir ce peuple-là en face? Je vous dis, le peuple crie. Je vous dis une anecdote. Oui. Moi, j'ai des jeunes qui chaque fois m'attaquent et qui disent que non, le chef il fait des réformes, il est bon parce que nous faisons des réformes. C'est vrai que c'est difficile, mais il faut supporter. Mais depuis quelques jours, on a dit que les partis de l'opposition n'iront pas aux élections. Ces jeunes-là, quand ils me voient, disent non, nous ne sommes plus dans ça là. Nous ne supportons pas ça. Ça montre que les gens sont acculés aujourd'hui. Les gens sont dépassés. Et le chef doit comprendre. Il est en train de courir un grand risque. Et ça sera fatal pour sa gouvernance. S'il s'entête. On espère une oreille attentive. Si le constat est qu'il n'y a manifestement pas de médiateur, pour l'instant, pour le Bénin, l'opposition semble avoir trouvé de médiateurs d'outre-mer, comme depuis un certain temps, c'est le cas. Marcel Zoumemou, à travers l'adresse, vous l'avez constaté, ils prennent la communauté internationale, disent-ils, à témoin. Un arbitrage qui pourra venir d'où? Oui, la communauté internationale est un recours. Mais moi, je trouve que elle-même, parlant de la communauté internationale, a tellement de problèmes à gérer. Vous savez qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays, que ce soit en Afrique et dans le monde, il y a des crises un peu partout. Et donc, elle peut prendre la situation du Bénin comme situation mineure. Il n'y a pas encore 100 morts, il n'y a pas encore 200 morts, et il n'y a pas encore une crise majeure qui peut faire chose. Moi, je crois que au-delà de tout, nous avons encore les solutions à nos problèmes, ici, sans faire recours à la communauté internationale. Mais souvent, elle vient en retard. Elle va peut-être attendre qu'il y ait peut-être 50 morts, 100 morts, quand les images au niveau des chaînes internationales vont commencer par montrer des cadavres, des choses. C'est en ce moment que la communauté internationale, elle est tout tardive, cette communauté. C'est pourquoi moi, j'ai toujours pas souhaité des recours à la communauté. Je crois que nous sommes béninois et nous avons... Vous avez conclu sur ça? Je voudrais conclure pour dire deux choses. Au chef d'État en particulier, au gouvernement, je voudrais dire, si c'est pour organiser des élections au Bénin où l'opposition ne pourra pas participer, moi je souhaite qu'on laisse l'Assemblée qui est là continuer. D'ailleurs, le chef d'État, je crois bien même... Vers la fin, la seconde chose, je crois bien même que c'est son souhait, puisque sur ces listes, il a fait revenir tous les 60 députés qui l'ont aidé à voter les lois à l'Assemblée. Donc si ces députés sont bons pour lui, il les a tous fait revenir sur les listes. Vaut mieux nous épargner de gaspiller des milliards et de ne pas organiser des élections. C'est votre souhait, en tout cas. Allez-y pour votre mot de la fin. On va conclure. Et en ce qui concerne la communauté internationale, elle est toujours retardataire. Si elle sait qu'en son temps, elle va agir dans notre pays, c'est le moment d'agir.
Maintenant, je voudrais dire au président Patrice Talon, moi je l'aime très bien. À l'allure où les choses vont, il n'a qu'à capituler. Il n'a qu'à mettre la balle à terre. Il n'y a que lui. Et je continue de dire ça. Et dire à notre peuple de rester debout, les élections ne pourront pas se dérouler sans l'opposition. C'est un droit inaliénable pour l'opposition de participer à ces élections. Ça ne passera pas. Merci à vous, Dieudonné Biaou. Merci également à vous, Marcel Zoumanou, chers téléspectateurs. Une fois encore, merci d'être tout le temps là pour le rendez-vous. 100% mené pour le numéro du jour. Ce sera tout. Et je vous fausse compagnie sur cette citation du célèbre basketteur et coach américain John Wooden, pour ceux qui l'ont connu. Et je vous laisse ce message que beaucoup aiment tant. Ne laissez pas les choses que vous êtes incapable de faire nuire à celles que vous pouvez accomplir. Bonne suite de méditation chez vous et à très bientôt pour notre plateau de 100% Béni, toujours avec le même entraîneur. Au revoir.